Bon, le sujet super intéressant de fin de journée, après avoir passé la journée au soleil. Ouais. On va essayer de parler un petit peu de. Voilà, c'est une discussion que je voulais avoir un petit peu avec tout le monde pour rester ouvert. La sécurité des vols, c'est un sujet sensible. L'essence, encore plus. Donc, je vais mettre l'ambiance. On va commencer par les vacances. Voilà, super. C'est pas moi. C'est pas moi. Je me suis dit, tiens, on est en petites vacances là sur une petite île sympa. On va prendre un petit bateau, on va aller se balader. Et le mec me dit, c'est bon, je vais préparer le matériel. OK. Donc, immédiatement, ce qui me passe par la tête, c'est bah, tout ce qui se passe dans notre monde de l'aviation, c'est de dire, bah, voilà, j'ai rien contre les bateaux à moteur, hein, rassurez-vous. Tout ce qui navigue, c'est très bien. Il y a quand même 780 000 bateaux à moteur en France. 473 installations en bord de mer, et j'en passe. Donc, si vous voulez vous amuser à faire une estimation du volume annuel consommé par nos amis navigueurs, navigateurs, tout ce qu'on veut, ou calculer le nombre d'ULM en France, vous savez combien il y en a en ULM en France? Non, on est aux alentours de 15 000, à peu près. À peu près. Et il y a à peu près 600 bases ULM. Bon, c'est pas exceptionnel quand même. C'est pas nous qu'il faut convaincre, mais euh, ceux qui sont pas là, voilà. Donc je m'amuse, je dis ouais, un jet ski, c'est le plein, c'est à 60 litres. Je fais la locution jet ski parce que les gens qui ont des jet skis, ils n'aiment pas l'essence auto parce que le moteur ne marche pas très bien sur l'eau. Donc, avec notre société, on leur envoie des bidons avec de l'avgas sans LL pour qu'ils mélangent tout, en fait. Ça marche mieux sur l'eau. Bon, voilà, c'était la petite aparté sur notre expérience dans la vie de tous les jours. Je suis pas là pour apprendre toute la sécurité, je suis là pour, comme je disais, essayer d'ouvrir la discussion et de revoir certaines choses. Je suis Langlin Christophe, je suis responsable des ventes chez Warter Aviation. Donc, ça fait une dizaine d'années qu'on est sur le marché français. Nos amis de chez Total, on est concurrents quelque part. Et on essaye de garder dans l'aviation une sorte de ligne de conduite quand même dans la partie prévention. Par contre, on explique toujours les choses vis-à-vis des essences, mais j'aimerais qu'on revienne aussi parfois sur ce qui se passe tout avant et sur toutes les critiques qui nous tombent dessus. Donc, on a 45 minutes, on va essayer de boucler tout ça. Ce que je voulais penser à parler, c'était les essences qui sont évidemment utilisées dans nos aviations, les productions et les normes, parce qu'on n'en parle pas toujours, on en compare toujours ça avec des tarifs. On va parler un petit peu du basique, pas refaire l'histoire, mais avec tout ce qui se passe dans nos stations essence, je pense que ça revient un petit peu là-dessus, et des obligations des essences entre les essences automobiles, toutes les différences qui existent, qu'on ne parle pas tout le temps. La certification, donc ça c'est un sujet assez intéressant. Euh, j'ai eu la chance d'assister un petit peu à la conférence où on parlait de la E85, c'est un autre sujet qui peut amener des choses intéressantes. Et puis, entre les performances, les évolutions, et qu'est-ce qu'on peut lire et tout ce qu'on entend. Donc, essayer de clarifier un petit peu toutes nos positions. Donc, dans les essences dans l'aviation, ben, il y a eu quand même une sacrée évolution depuis la création des premières essences d'aviation, qui à l'origine, on les appelait les moteurs gasoline, hein, comme on les appelle les MOGAS maintenant, les MOGAS, et puis après, sont venues les essences au plomb, les essences à fort indice de plomb, les 110, 145, pour ceux qui connaissent les anciens Warbird et tout ça, jusqu'aux essences qui existent encore maintenant, qui sont produites pour des tâches très spécifiques, comme les extinctions d'incendie. Donc, on parle de la 100 LL qu'on veut absolument éliminer, mais on a besoin d'une 130, par exemple, pour envoyer ça dans les pays chauds comme l'Australie qui font des extinctions d'incendie de forêt où bah oui, il faut un peu plus de plomb. Donc il y a toujours besoin de toutes ces essences dans le monde de l'aviation. On parle des bateaux, mais il faut convaincre tous les gens qui ne sont pas là. Et on a toute cette osmose qui est en train de travailler ensemble. Par contre, au niveau d'évolution, de composition et dans le futur, on n'est pas là pour en parler, mais effectivement, il se passe beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'informations et il faut aller chercher la bonne. Donc ça, c'est pas toujours le plus simple. L'autre aspect qui se passe depuis l'existence des essences d'aviation, c'est l'évolution des moteurs. Donc la majorité des moteurs avant, c'était du Lycoming, du Continental. On est arrivé maintenant, la majorité des moteurs, c'est chez Rotax. Un peu du L-Power et c'est en train de prendre le dessus. Les dernières statistiques aux États-Unis, c'est pareil. Les États-Unis qui étaient en Lycoming, les mecs sont passés sur des Rotax et c'est de plus en plus de Rotax. Donc on arrive à tout un changement qui n'est pas qu'un changement des essences pour nos vols, mais aussi un changement de comportement et des moteurs. Donc, dans notre partie de sécurité des vols, dans le carburant automobile,
On a beaucoup d'aspects importants entre ces deux essences d'aviation. Et je vais essayer de guider pour arriver à rappeler par chaque élément qui sont spécifiques aux essences d'aviation et aux essences de mobile, qu'est-ce qu'on a qui fait que on a des différences de propriétés physiques, de saisonnalité, des chaînes d'approvisionnement, des compatibilités matériaux. Il y a beaucoup d'aspects qui sont oubliés, qui font qu'à la fin, bah oui, on en arrive à une chose qui est importante, c'est le prix. On sait que le prix, euh, tout le monde cherche à avoir le meilleur tarif pour les essences pour l'aviation. Dans le domaine de l'ULM, on est beaucoup à travailler avec des samplons 98 ou des E5, des E10 parfois même, et donc maintenant de la O85. On est en train de chercher à tirer le plus possible dans l'économie. Mais à quel risque? On va essayer ça. Est-ce que vous avez une idée de combien de litres d'Avgas sont vendus par an en France? C'est pas difficile, c'est noté, je donne la réponse. Par contre, en essence automobile, est-ce que vous savez combien de litres par jour sont consommés? Bonne question. Involontaire? On est à 130 millions de litres d'essence automobile par jour. Donc, pour essayer de recaser un petit peu la chose, quand on dit on va chercher le prix le plus bas, bah oui, on va se battre dans un marché qui est très petit, qui est une essence d'aviation, avec un tout petit volume qui n'est même pas la moitié d'une consommation journalière en essence automobile. Et on va remonter la chaîne avec toutes les compositions et tout ce qui est obligatoire. Bon, il y a beaucoup de choses là-dessus. Toutes les personnes intéressées, je peux envoyer la chose. Je pense que la FFU va conserver le PowerPoint aussi. Et je peux donner mes coordonnées pour tous ceux qui ont des questions encore plus techniques. Ben, on y va, on est là pour. Dans tout ce qui est sécurité des vols et composition des essences, donc il y a des choses qui se passent dans la composition des essences d'aviation. Et on va commencer un peu avec les normes. Les normes, il y en a beaucoup. Il y a ce qu'on appelle les normes ASTM, les normes DEFSTAN, et il y a les normes en Europe, EN 228. Tout le monde dit, tant qu'on a de la EN 228, tout va bien. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, dans les paramètres, dans des producteurs d'essence, on est obligé de suivre certains paramètres de test. Donc, toutes les essences qui sont produites sont analysées. Il y a des paramètres de test qui sont spécifiques pour chaque critère. Dans l'aviation, il y a beaucoup de tests qui sont faits. Entre les normes ASTM et les normes EN228, ce n'est pas le même univers. On explique un petit peu au niveau de la production. Quand on travaille des essences d'aviation, on ajoute certains aromatiques, on ajoute certaines fractions, on ajoute certains produits de raffinage, on ajoute certains composants, on ajoute certains, j'en passe, des vertes et des pommes, mais on n'arrive pas du tout à la même chose que ce qui est dans les connaissances d'essence automobile. Et les normes, donc, varient, les tests varient, la validité de l'essence varie. Et tout changement qui est appliqué dans une essence a des conséquences. Donc, si on prend la E85 que tout le monde parle pour l'instant sur le salon, quand il y a 80% d'éthanol, ou chez Warter, nous, on a 76% d'éthanol, il y a des conséquences à ça. Utiliser les additifs. Pour l'instant, dans toutes les essences qui ont été cherchées pour aller chercher des indices d'octane, il y a toujours eu un seul élément qui était le plomb, qui a toujours fait que l'indice d'octane au-delà de 91 a pu augmenter. L'éthanol arrive avec quelque chose qui va donner des indices d'octane aussi supérieurs en RON et en MON. Par contre, l'efficacité n'est pas la même. Quand on parle de sécurité des vols au niveau des performances, on doit s'apercevoir que les indices d'octane ont un rôle à jouer. Dans les essences qui répondent aux normes aviation, donc les ASTM D910, les fameuses Avgas 100 LL et les UL, l'AKI 93 ou la Super Aero Plus que Total a sorti, je pense que tout le monde est au courant de celle-là aussi. Celle-là répond aux normes N228. Parce qu'il y a des composants automobiles dedans. Dans l'AKI, il y a des composants d'aviation. La Super Aero Plus, c'est que du composant automobile. Donc ça répond uniquement à une seule norme, la N228. Mais dès l'instant où on va chercher à changer quelque chose pour avoir le plein de vapeur, et ainsi de suite, chaque élément a ses conséquences dans la sécurité pour le moteur et le fonctionnement du moteur. Dans le basique, tout à l'heure, j'étais sur un stand et un des avions avait de super autocollants à côté de son bouchon de réservoir, un minimum d'octane de 95. Donc j'ai demandé à la personne, c'est quoi le minimum d'octane 95?
Elle dit, c'est le minimum énergétique d'essence qu'on a besoin pour faire fonctionner le moteur. J'ai dit, mais quel indice d'octane 95? Ça ne savait pas me le dire. J'ai dit, c'est le Rhône, le Mon, c'est l'acquis, c'est quoi? Donc les gens, quand on est là-dessus, et là j'ai mis deux photos parce que ça vient d'informations comme il y avait aux États-Unis avant, il y avait des indices d'octane différents. Les États-Unis utilisent l'index AKI, nous on utilise des indices d'octane. On voit qu'on a deux types d'essence, Super, la E10 et la Super 98, je ne sais pas où ça a été pris, mais bon, on a les informations d'octane, hein, le Rhône et le Mon. Par contre, ça n'est pas partout. Nos fabricants de moteurs, eux, ont des réglementations, des restrictions spécifiques pour le Rhône et le minimum en Mon. Donc les questions, les questions, ouais, on va dire les questions. Est-ce que quelqu'un connaît ce qu'est le MON pour de l'UE 91? Et c'est quoi le RON pour de la 98? À quoi ça sert le MON? À quoi ça sert le RON? Quels sont les minimums énergétiques qu'ont besoin les fabricants de moteurs? Tout ça, quand on part à la station essence, quand on fait le plein d'une remorque de 300 litres et qu'on va aller dans la station, on va prendre la moins chère qui est la E10 et on va prendre un RON à 95, un MON à 85, les fabricants de moteurs ont besoin d'un index de MON minimal. Bien souvent, c'est 87. Certains vont passer sur un fonctionnement avec un AKI. Donc, vous allez voir des avions qui sont sur le parking avec des autocollants où l'AKI sera marqué AKI minimum 91. L'AKI, c'est la somme du RON et du MON divisé par deux. C'est comme ça que ça fonctionne aux États-Unis. Le moteur Lycoming, par exemple, eux, veulent un AKI minimum de 93. Donc, vous faites votre calcul, vous choisissez un carburant qui a un certain RON et un certain MON. Tant que ça dépasse les 93, ça fonctionne. On va dire ça vulgairement. Par contre, l'index MON, lui, il est prépondérant. C'est le niveau basique de fonctionnement énergétique pour un moteur. Au plus vous allez le descendre, au moins ça va fonctionner comme vous avez envie de la faire fonctionner. Donc vous n'allez pas développer la même énergie. Donc en fonction des essences que vous prenez, quelle que soit l'essence que vous allez prendre, vous allez toujours vous retrouver à devoir faire un choix et dire on ne va pas prendre de la E5, mais on va peut-être prendre de la Excellium. Il y a des nuances qu'il faut absolument voir, pour lesquelles on doit aller chercher des informations et dans le manuel des vols, le manuel de moteur, et à la station essence. Et il ne faut pas hésiter à le demander. Tout comme savoir quand on va aller à la station essence, est-ce qu'il y en a qui posent la question, est-ce qu'on a été ravitaillé dans la station récemment? Parce que quand on fait venir un 30 mètres cubes dans une station essence chez Edouard, et que ça a bien rappelé tout ce qu'il y avait dans le fond, ben, le premier qui arrive avec sa remorque de 300 litres, il va tout choper ce qu'il y avait dans le fond. Et des cas de pollution et autres de contamination de carburant, il y en a tous les jours en France. Et on les retrouve dans les filtres, dans les tuyaux des avions, il faut nettoyer les réservoirs, et j'en passe des vertes et des pas mûres. Mais il y a beaucoup de choses à vérifier. Quand on attaque sur l'AKI, on va prendre le cas de l'Icoming. L'Icoming, lui, il veut un AKI 93 avec un MON minimum pour son énergétique de 88. On va chez Rotax dans des niveaux inférieurs. On peut travailler avec des essences différentes pour l'Icoming, chose qu'on n'aura pas forcément sur certains autres moteurs. Donc les recommandations motoristes sont importantes, mais surtout, je vous invite vraiment à aller regarder ce qui se passe dans les stations et ne pas hésiter à demander ce qui se passe. Après la conférence qu'il y a eu tout à l'heure sur la E85, on va en parler encore après, comme je demandais à M. Davidson de chez Aviation et Pilote, ok, super, mais comment est-ce qu'on fait pour savoir ce que vous allez mettre dans l'avion? Où est-ce que vous allez trouver l'information? Parce que je vous mets au défi d'aller chez Cora ici, lui demander un certificat de qualité, hein. Ça est compliqué. Dans tout ce qui se passe dans notre aviation et dans nos carburants, il y en a encore un autre qui arrive qui s'appelle la 100 VLL, la 100 UL, puisque la 100 UL va être le produit miracle apparemment pour tout le monde. Hein. Ça, non, non, vous n'êtes pas convaincu. Bon, ça va, ça me rassure. Tous ces systèmes répondent tous de toute façon à tous des normes bien précises, à des critères bien précis. On ne demande pas aux gens d'être experts en essence d'aviation. Par contre, tous ces minimums sont quand même à connaître et savoir quel va être l'impact sur les moteurs. Donc, quand on fait des tests et qu'on dit à Virex, Virex, est-ce que tu peux tester mon nouveau carburant et le comparer avec de la 100.98? La première des choses que M. Foucault m'a demandé, c'est OK, c'est quoi tes indices d'octane? Parce que son moteur en bande d'essai, il n'a pas envie de le foutre en l'air non plus. Et donc, c'est la première des questions qui arrive.
des expériences des gens que vous connaissez en tant que pilote et qui sont allés voler en montagne, par exemple. Disons, ouais, si j'avais une essence avec un petit peu plus d'énergie, un peu plus d'octane, il faisait super chaud. Quand j'avais remis les gaz, j'aurais peut-être eu un petit peu moins de problèmes et j'aurais transpiré un petit peu moins pour monter. Il y a plein de choses comme ça que nous, on récupère comme information en tant que producteur d'essence et on essaye d'intégrer dans nos recherches de carburant avec les indices d'octane et tous les compromis qu'on doit faire. Il y a beaucoup de compromis. Le sujet sensible dans les essences, essentiellement dans le monde de l'ULM, ce sont ces essences qu'on va chercher dans les supermarchés. Parce que d'une part, on ne connaît pas la composition exacte, et d'autre part, dans les compositions techniques, l'apport d'éthanol fait varier beaucoup de critères, non seulement en octane, mais aussi sur le point de VP. Donc la vapeur pression, hein, vous savez qu'il y a cette capacité à gazéeuse, on va dire, du carburant, dans lequel ça doit rester dans certaines normes. Donc en version hiver, quand on est dans la saison d'hiver, les carburants auto ont en moyenne 6 saisons. Quand vous arrivez en saison d'hiver, il faut que ce soit un petit peu moins, un peu plus volatile que pendant la saison d'été. Si le carburant venait être trop volatile en période d'été, bah, vous êtes en des cas de vapor lock et ainsi de suite. Par contre, quand vous allez à la station, là, c'est pareil. Vous ne savez pas du tout quelle essence vous avez. Si vous allez au mois de mars, est-ce que c'est encore la version d'hiver et que j'ai une journée au mois de mars avec 25 degrés, comment ça va fonctionner? Si vous allez en été, ok, là je suis certain de l'avoir. Vous allez à l'automne, c'est quoi ce que j'ai dans mon avion? Qu'est-ce que j'ai mis? Quelle version j'ai mis? Donc il faut être très alerte sur toutes ces capacités d'information que l'on doit avoir, parce que derrière, il y a des caractéristiques d'indice d'octane et pour la vapeur octane, vapeur pression, qui vont vous donner des performances moteurs qui vont être totalement différentes et vous amener des risques aussi très différents. C'est pas très technique. Par contre, ça a son importance. Quand vous avez la capacité d'avoir des normes, utilisez-les. Les essences automobiles ont des standards qui sont donc dans les standards des normes M228. Vous voyez qu'il y a une variance très, très simple comparativement à l'UE 91 et la 100L. Donc, les deux essences d'aviation ont été très restreintes dans ces normes-là. Le point de vapeur, lui, 40 à 50 kPa, bon, ça, ça ne peut pas changer. Ce sont des normes qui ne varient pas. L'UE 91 et la 100LL vont toujours avoir la même méthode de production. Pas de variation. La seule variation, ce sera le plomb. Pour la 100LL, entre la VLL et la 100LL, il y a une petite différence de quantité de plomb. Par contre, pour la VP, bah oui, là, on est dans les clous. Et donc, cet index-là, sur la Super Plus, ou sur la Super ou la U10 ou la U5, ça doit toujours être dans les mêmes normes. Mais quand vous avez un index à 60 et que vous êtes au bas de la saison, c'est super. Quand vous êtes à 90, il y a un souci. Parce que c'est cette volatilité qui fait que ça peut créer de gros problèmes. Les expériences de volatilité avec l'éthanol présent dans les carburants, tout le monde la connaît en période d'été. Vous partez en vacances, vous avez votre bidon de la tondeuse, vous revenez des vacances, vous ouvrez le bidon de la tondeuse, ça fait pchit. Quand on a un avion qui reste sous le cagnard, comme les mecs à QRS, à 45 degrés, et que vous avez une essence avec 10% d'éthanol dedans, bon, on sait ce qui se passe. Donc, toutes ces informations ne sont pas forcément simples à trouver, mais dès que vous avez l'opportunité d'aller la chercher, il faut aller la chercher. Alors, comment est-ce que vous pouvez trouver ça? Ça, c'est un tableau de normes d'essence automobile, c'est de la samplon, pour de la samplon 98. Ce sont les règles générales. Voilà, d'un carburant automobile, avec en point principal, vous avez évidemment là, tout ce qui est caractéristiques saisonnières. C'est le genre de documents que vous devriez obtenir dans une station essence en leur demandant le certificat de qualité du batch qu'ils ont reçu. Et vous savez exactement, vous devriez savoir exactement ce qu'il y a. Si je dis que chez nous, dans notre société, la dernière E85 qu'on a produite, elle était à 76,7% d'éthanol dedans, on devrait être capable de savoir si on a 2%, 5% ou 8%. Ça, c'est pas simple à trouver. Dans cette différenciation d'essence auto et de différentes essences d'aviation, ça, c'est un certificat de qualité d'une essence d'aviation. Dans ces certificats d'essence d'aviation, par rapport à une norme générale qu'on n'a pas dans les stations,
les certificats de qualité d'une licence d'aviation, elles sont fournies avec toutes les normes de test. Donc ici, on est sur une essence qui s'apparente à une essence d'Aéroplus ou une AKI. Ce sont des normes européennes, EN. Donc chaque critère a sa norme de test. Donc chaque essence qui sort d'une raffinerie doit être testée. Ils ont des laboratoires ou laboratoires indépendants. Et on va dire, bah, voilà, pour telle essence, on doit avoir l'indication de sa densité ou un technique index. Et ça doit être mesuré selon une norme précise. Chose qu'on n'a pas quand on va dans une station essence pour avoir un certificat à la Checora, bah, ils ne vont pas nous le donner. Donc on ne sait pas voir les subtilités qu'il peut y avoir dans une essence qu'on va mettre dans l'avion, comparativement à une essence d'aviation. Ça, c'est un tableau qui est extrêmement facile à lire. Vous avez juste quelques informations, comme ces points d'évaporation. Voilà, à partir de 70 degrés, quel volume de carburant peut être perdu par évaporation. Ici, si on est sur une essence qui va en perdre 26%. Comme vous avez une essence automobile avec 10% d'éthanol, à 45 degrés, elle a déjà perdu 10% de son volume. Donc, quand on dit on va mettre de l'essence pas chère dans l'avion et qu'il y a 10% d'éthanol dedans, ouais, l'avion il tourne bien, ouais, ok, ça marche. Par contre, vous le laissez 2 heures quand vous avez mangé sur l'aérodrome de Pampelune avec Chris, ben ouais, à 40 degrés, ben, 1 heure après, il aura perdu un petit peu de son volume. Ça, c'est un certificat de qualité pour de l'avgas sans LL. Donc, vous avez ces informations de moine, par exemple, ici. Donc, le moine qui est le plus important pour l'index de fonctionnement de moteur, un index 101. Mais vous avez toutes les informations en disant qu'est-ce que ça va donner autre que la couleur. Vous êtes capable de tout tracer. Donc, si votre fabricant de moteur vous donne des recommandations, vous êtes capable d'aller mettre le point exact sur ce que vous avez. Combien de fois dans les aéroclubs qui vont avec la station, avec la cuve à la station, arrive le lendemain, et le lendemain, le premier pilote qui prend l'avion, il dit en fait, qu'est-ce qui reste dans l'avion et ça vient de où, qu'est-ce qu'il a fait, comment est-ce qu'on a fait pour retrouver ça. On essaye de faire toujours de l'historique, de retrouver d'où ça vient. Et ça, c'est quelque chose qui, pour la sécurité des vols, dans le traçage, il y a eu un cas la semaine dernière, je pense que c'était du côté de Bordeaux, chez notre ami Edouard, pour ne pas le citer. Ça s'est arrêté à des voitures. Il y a une trentaine de voitures qui se sont retrouvées un peu pouvoir rouler parce que dans la cuve, il y avait de la flotte. Ça n'a pas fini dans un avion, encore une chance. Encore un autre exemple. Toutes ces essences qui sont d'origine locale sont faites avec des transports qui sont globaux. Un camion, un jour, transporte du gasoil, un jour, il transporte de l'AE5, le jour suivant, il transporte un fuel lourd. Et tout ça termine dans les mêmes cuves. Dans notre analyse aussi, quand on a des essences d'aviation, bien souvent, on fait des tests où on conserve des échantillons et autres, chose qu'on ne fait jamais avec de l'essence auto. C'est pareil, je vous invite à le faire. Prenez l'essence, gardez-la dans un bocal en verre pendant une semaine. Retournez à la même station, refaites l'expérience. Vous verrez qu'une semaine après, ce ne sera pas la même chose. J'ai eu des retours d'analyse d'un client à Gap qui, suite à un changement de fournisseur sur Gap, a eu une augmentation du tarif folle de l'UL 91. Il a dit j'en ai marre, je m'en vais acheter de l'essence auto. Okay. Il a eu des problèmes. Ils ont fait l'analyse de son carburant, ils ont retrouvé du gasoil dedans. Donc il a changé son attitude parce qu'il s'en est rendu compte. Mais s'il n'avait pas pris ça en compte avant, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc c'est que de l'anticipation. On peut se fournir un peu partout et n'importe comment en essence. Par contre, tous ces critères, il ne faut jamais les négliger. Même si on parle de réservoir homologué, de compatibilité, de résultats sur des joints, tout ce qu'on veut, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas voir, il faut aller les chercher. Un teneur en éthanol caché dans l'eau. Ça, on va s'amuser après, on va regarder une photo justement. On va essayer d'en savoir un peu plus. La durée de vie d'un carburant. La durée de vie d'un carburant automobile, c'est fait pour tourner, c'est fait pour être consommé. Au plus il y aura d'éthanol dedans, au moins longtemps ça va durer, en termes de caractéristiques énergétiques. Donc vous êtes sur une durée de vie de 2-3 semaines pour un carburant automobile au maximum de sa capacité énergétique. Les essences d'aviation sont à l'inverse. On a des essences d'aviation, une sont à l'aile, va conserver pendant 24 mois tranquille ses capacités énergétiques d'octane et ainsi de suite. Donc on est toujours à essayer de prévenir les gens, d'avertir et de dire voilà, vous ne travaillez pas du tout avec la même chose, soyez-en conscients. Il y a un gars qui vient sur mon stand et qui me dit
Ah, donc, avec votre truc, là, votre essence bazar, j'ai pas besoin de faire la purge hivernale. Qu'est-ce que je peux répondre? Je suis désolé pour vous, mais non, je sais pas. Je sais pas quoi vous répondre. Il y a des choses de bon sens, et malheureusement, la durée de vie d'un produit, elle a son impact. La E85, 80% d'éthanol, si on ne la consomme pas tout de suite, c'est clair qu'il ne faut pas la garder une semaine. Les stockages, les transports, le carburant d'aviation, ce sont des transports dédiés. Je pense que vous êtes au courant que les transports d'aviation, quand Total va charger chez nous de l'UL 91 en Pologne, les camions arrivent à vide. Quand les camions viennent en France livrer de l'UL ou de la 100 LL, ils repartent à vide. C'est toute une chaîne de logistique qui est très différente pour garantir que l'essence qui arrive dans un point est comme ça. Quand on parle de l'E85, de l'E5, de l'E10 sur un aéroport, ok, mais si on a la même chaîne de transport qui se passe avant, comme on a dans les supermarchés, je vous souhaite bon courage. C'est ce qui se passe déjà avec les remorques. Des incidents, il y en a beaucoup. Mais toujours, ça n'arrive qu'aux autres. Mais non, ça n'arrive pas qu'aux autres. Éviter les contaminations. Pourquoi est-ce qu'un stockage d'aviation, ça coûte cher par rapport à un stockage de carburant auto? Pourquoi est-ce qu'on a des bidons comme le gars qui m'a rempli le bateau pour aller? On sait que ça a un coût. On est dans l'aviation, de toute façon. On n'y échappe pas. On n'est pas là pour jouer à la pétanque. J'ai rien contre la pétanque, encore une fois, mais bon, c'est pas pas la même passion, ça n'a pas les mêmes résultats, ça n'a pas les mêmes coûts. On peut être vigilant sur les prix, mais il y a une certaine partie de qualité qu'il ne faut jamais négliger. Alors, l'impact de l'eau. À gauche, carburant d'aviation. Ce sont deux échantillons de flacons d'un litre. On a mis 100 millilitres d'eau dedans. À gauche, c'est de l'UL 91. Ça serait le même résultat avec la 100 LL. Donc, quand on apprend pilote tous les matins avant de bouger l'avion, qu'on doit faire le drainage, qu'on doit faire la purge, c'est pas pour rien. C'est parce que ça n'est pas miscible avec l'essence d'aviation. Donc là, vous allez purger l'avion, vous allez retirer l'eau et c'est terminé. À droite, c'est la photo d'une essence automobile. L'éthanol fait que ça attire l'eau, c'est hydrophobe. Mais elle ne va pas se dissocier. La majorité de l'eau reste en suspension, reste en émulsion avec le carburant. À chaque fois que vous allez mettre de l'essence ou qu'il y a de l'éthanol dedans, vous allez apporter de l'eau avec. Vous allez en tirer. Et ça, c'est ce qui se passe dans votre réservoir. Donc, même si on dit qu'on a fait une purge, jamais vous n'allez être capable de retirer le maximum d'eau qu'elle a votre carburant. Certaines restrictions sont sorties pour l'utilisation des essences. Attention, au-delà de 26 degrés, attention, au-delà de 6000 pieds, attention, voilà. Il y a beaucoup de recommandations qui ont été faites parce que dans certaines conditions, on sait que l'eau qui va partir vers nos carburateurs, ben, on peut avoir un girage de carburant. Et tout ça vient du fait que dans l'essence avec de l'éthanol, l'eau restera toujours en suspension, en émulsion dans le carburant, il sera toujours envoyé vers le moteur. Donc, j'ai posé la question tout à l'heure à une autre spécialiste sur un autre stand. Elle dit comment est-ce que vous gérez le fait que vous autorisez à avoir une E10 et que dans cette E10 avec 10% d'éthanol, vous allez avoir un grand pourcentage d'eau. Comment est-ce que vous réagissez par rapport à ça? Oui, ben, l'eau, ce sont des micro-gouttelettes et quand elles sont injectées dans le moteur, ça refroidit le moteur. Texto. Là, j'ai eu peur. Hein. Et, bah, dis donc. Euh, J'en découvre tous les ans, mais celle-là, je pense qu'elle va battre mon livre de record. Ça ne m'est pas encore arrivé. Par contre, ben oui, sachez que vous allez perdre de la performance du moteur parce que l'eau ne fonctionne pas comme de l'essence et vous avez un index d'octane qui va chuter, le rhum va chuter, le moine va chuter, le risque de givrage cardiaque, tout ce qui s'ensuit. On ne peut pas négliger. Sécurité de vol ou pas, essence, ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas, il y aura toujours, en utilisant ces essences-là, une portion de risque. Toujours. Performance. Donc on parle des indices d'octane pour la performance des moteurs. Comme je parlais tout à l'heure, on s'en va en montagne et puis on se dit, tiens, il fait super chaud. Si j'avais une essence avec un peu plus de jus, ça aurait été très bien. Ça, c'est une comparaison qui a été faite entre de la samplée en 98 sur un moteur Rotax 912 en carbone
J'ai l'impression que les traits de mon tableau Excel ont disparu. Et ce sont les résultats de température avec une essence à vierge sans plomb et sans éthanol. Les résultats sur les températures de cylindre sont évidemment assez significatifs. Quand on a un petit peu plus de panne dans notre essence, ça ne fonctionne pas pareil. 5700 tours à plein pot. Ce test a été fait sur un moteur Rotax à Virex, à ça en extérieur. Il faisait 6 degrés, 95% d'humidité, la réchauffe carbo était branchée. Et ça, c'est le résultat. Si on prend la première colonne à 5700 tours, on a une différence de 834 degrés sur le premier cylindre. On est à 809, 800, 800, 822, 802 et 799, 796. On a des grosses différences dans les températures et le fonctionnement du moteur. Température d'huile, on ne voit pas, c'est la colonne de droite, c'est caché par notre super caméra. On a des différences de température aussi sur le fonctionnement vis-à-vis de l'huile. Donc, le moteur travaille différemment. Les gens qui utilisent des essences autres que des essences automobiles, essentiellement l'huile, je pense, de la Super E Plus ou de la KI, on voit les différences de consommation et de performance. Le moteur travaille différemment, le moteur ne se chauffe pas autant. L'indice d'octane apporte quelque chose en plus qu'une sans-plomb n'apportera pas avec de l'éthanol. Donc la constance dans un produit ou dans une essence, beaucoup de gens vont aller chercher les Excellium ou les Ultimate ou je ne sais pas encore quoi, parce qu'effectivement, il y a des octanes différents, il y a un peu plus de contrôle, il y a un petit peu plus d'additifs. C'est beaucoup plus stable dans le temps, ça coûte plus cher que la E10, ça c'est sûr, mais les gens préfèrent là-dessus, ça ne coûte pas aussi cher qu'une UL. Donc à faire, autant aller là-dessus. Par contre, il y a beaucoup d'informations qui sortent des essais moteurs qui concluent quand même que quand vous avez un carburant qui est de meilleure qualité, bah, il n'y a pas photo. De toute façon, vous savez, quand vous faites le plein de votre voiture avec le E85, encore une fois, vous faites moins d'essence avec le plein que quand vous mettez de la samplon 98. Ce n'est pas du tout les mêmes résultats. Sécurité des vols. Donc, il y en a qui se sont improvisés alchimistes et qui mélangent les avgaz avec de samplon 98 ou autre 5 et E10. Simplement en se disant, bah, on sait qu'il n'y a pas assez d'octane dans la E5, et donc je vais faire un mix dans mon réservoir et on va y mettre de la 100 LL ou de l'UL 91. Bah, quelles conséquences? Comme je dis, c'est mais pourquoi tu tousses? Il dit, ouais, j'ai rajouté de l'octane, j'ai mis de la 100 LL, ça devrait marcher un peu mieux, mais le moteur ratatouille. Dans les caractéristiques techniques des essences, vous avez dans les essences d'aviation des anti-retardants, des anti-knock, comme on les appelle, qui vont retarder l'explosivité, chose que vous n'avez pas forcément au même niveau dans les essences auto. Quand vous avez une essence qui a 10% d'éthanol et que vous envoyez ça avec de l'avgas 100 LL, une fois que ça arrive dans le moteur, bah, il y a la première vague d'explosion qui va arriver avec l'éthanol, quand il y en a encore qui arrive. La deuxième vague va arriver avec l'essence auto. Et la troisième va enclencher la troisième explosion qui va être l'essence d'aviation parce qu'elle a ses retardants. Ça marche moins bien dans les cylindres. Les gens qui essaient de faire le mélange, d'ajouter du plomb, parce que ça aussi, j'en vois toutes les couleurs, les gens qui mettent du plomb dans l'essence auto, ça ne marche pas non plus. Les conséquences sur le fonctionnement du moteur, tous ces gens qui veulent faire de la chimie, ça reste très dangereux. Je reviens à ces histoires de certification et d'indice d'octane. On ne peut pas jouer à ajouter des octanes parce qu'on a juste envie en se disant je vais faire ça. Le cliquetis, tout le monde connaît, tout le monde sait que la détonation, tout le monde sait que. Et beaucoup de gens le font. Malheureusement, le fait qu'on ne sache pas exactement ce que l'on met dans notre réservoir quand on va à une station essence a de conséquences encore plus graves quand on est mis dans l'essence d'aviation pour faire la balance. Ça ne marche pas. Et ça arrive très fréquemment. Et pourtant, de plus en plus, j'ai des petits appareils dans nos avions qui nous donnent toutes les températures, tout ce qu'il faut, et les exhausts, et les cylindres, et les ci et les là. Et il suffit de s'imaginer, effectivement, il y a 30 ans, quand on avait des essences différentes, et s'imaginer maintenant avec des essences aussi différentes, mais avec une technologie différente. Donc, pour la sécurité des vols, j'en toucherai un petit mot après avec ces histoires de forum. Il y a différentes générations de pilotes.
Il y a des pilotes qui ont beaucoup de bouteilles, qui ont 40 années de vol et qui ont aussi cet esprit de dire, tiens, j'ai testé cette essence-là, elle me paraît plus sèche qu'une autre. Ah oui, tiens, les essences sèches. OK. Tiens, j'ai testé telle chose. Et on a des gens qui arrivent avec des jeunes générations qui vont s'acheter des avions à 300 000 balles, comme on dit, et qui vont dire, moi, je mets que de la 10 dedans, ça coûte cher l'essence et je ne veux pas savoir ce qui se passe. Ça fonctionne. Il y a des petits conflits là-dessus. Mais on a des tonnes d'électroniques maintenant qui sont là pour donner de l'information et qui vont savoir les utiliser. Il y a énormément de producteurs d'avions qui, même sans parler de sécurité des vols, vont parler des performances. Ça, c'est recta. Par contre, des performances niveau carburant, ça existe. Ils ont toutes ces informations. Je sais que moi, j'ai fait des tests, par exemple, avec JMB, parce qu'ils ont un avion extrêmement performant. Ils ont fait des tests avec différents carburants dans les réservoirs. On sait ce que ça donne comme data. On a fait des essais avec du Tecnam en Pologne. On sait ce que s'est passé. On a fait des essais avec Franklin. On a sorti du data. On sait que tout ça existe. Mais quand on ne veut pas les utiliser, les faire relier à des carburants, c'est vraiment dommage. Parce que là, on est capable vraiment d'aller voir, en ayant des informations de qualité ou autre, de voir quels sont les résultats physiques dans le moteur. Et il faut en profiter. Donc, on a des trucs sympas qui changent de couleur tout le temps, mais malheureusement, ce n'est pas assez utilisé. Je suis dans mon cas où on vend de l'essence et que j'ai des gens qui utilisent ces data. Quand je demande quelque chose à un pilote de savoir quelles étaient ses performances, il me dit toujours, je consommais autant à l'heure. Je dis, OK, c'est super, mais la consommation, c'est comme dans les voitures. Moi, je roule super cool avec ma bagnole. Il y en a d'autres qui sont pieds et plancher tout le temps, ils consomment 2 litres au 100 en plus parce qu'ils ne peuvent pas s'empêcher. Donc, ça ne m'intéresse pas, le conso. On va juste savoir comment le moteur se comporte, comment ça se passe, pour savoir comment il a besoin d'énergie. Le moteur va recevoir l'énergie nécessaire par le carburant. Et c'est là qu'on essaie de tracer de ces discussions. Chaque fois, moi, j'essaie d'amener les discussions, de savoir c'est quoi la performance du moteur et savoir comment ça réagit. Quand on fait des mélanges, ça demande un petit peu de temps et un petit peu d'exercice, mais ça donne beaucoup de révélations, on va dire, auprès des gens qui font des mélanges, qui changent de station dans les aéroclubs. Et éduquer les gens à aller chercher la data, parce que c'est vraiment source de beaucoup d'informations. Donc, entre il y a 30 ans et maintenant, quand on avait nos super tous il y a 30 ans, où, je me rappelle d'une époque quand mes parents avaient encore, c'était une 4L, je pense, et qu'il y avait des sens ordinaires. Après, est arrivé le super, donc on a dit, il ne faut pas mettre de super dans la 4L. On n'est plus à cette époque-là. Maintenant, n'importe quelle voiture a des super data. Je pense qu'on est capable d'aller chercher, pour se préparer à la sécurité des vols par les carburants, d'aller chercher des infos et de connaître vraiment ce qu'on sait en faire. Le sujet sensible dans la sécurité des vols, comme je disais, c'est le prix. Pourquoi est-ce que ne pas voler tout le temps avec du gaz? Parce que ça coûte quand même beaucoup moins cher que de l'essence d'aviation. Gaz, comme on l'a dit, avec les prix qu'ils ont et les performances qu'il y a, ça reste un sujet quand même très sensible. La E85, quand on dit on peut voler avec un 80 centimes le litre par rapport à un 2,50 € de la 100 LL ou à 1,90 € de la 100 98, ça reste un gros sujet de discussion. On ne peut pas se le nier. Mais avec tout ce qu'on connaît sur les essences, ça a ses conséquences sur la sécurité. Ce qui se passe sur ces essences, comme je disais, quand on est à une certaine température, le volume de l'essence va varier. Quand on est avec de l'essence où il y a plus d'éthanol, vous allez en perdre un volume encore plus rapidement. Ça, c'est la première perte financière que vous allez avoir quand vous prenez l'essence la moins chère, parce qu'elle a le plus d'éthanol. Quels bénéfices d'autres on peut avoir, sans compter les risques de contamination, sans compter que ça arrive qu'aux autres? Personnellement, le prix quand on a l'aviation, c'est pas quelque chose qui fait du sens. Le prix n'a jamais été une bataille dans l'aviation pour le carburant ni pour la sécurité. On fait de l'aviation, c'est un coût. Par contre, faire n'importe quoi, ça aussi, c'est un coût. Et sur quoi on avait essayé de trouver l'essence la plus régulière possible. Donc, tout ce j'ai essayé d'expliquer un peu avant avec ces certificats de qualité et savoir où il va, où est-ce qu'on va la chercher. Rester fixé là-dessus, c'est déjà une très bonne étape. Les forums. Est-ce qu'il y a des adeptes des forums dans l'assistance que nous sommes? Parfois.
Et parfois, c'est effrayant pour moi. C'est effrayant. On a des experts fantastiques. Et les gens qui savent expliquer quelque chose, je vais peut-être paraître un peu rude, mais les gens qui savent expliquer les choses dans un forum, bien souvent se font tarter par quelqu'un d'autre. Et c'est là le gros problème. Mon collègue en Allemagne me téléphone aujourd'hui, il me dit Europax a interdit l'utilisation de l'UL91 sur ses moteurs. Ah bon, fantastique, tu as eu l'information de qui? Ben, un aéroclub qui m'a appelé. Ah, bouge pas. C'est Foucault. Qu'est-ce qui se passe? Pas rien, tout va bien, super, il fait beau, il ne pleut pas. Et l'UL91? Problème, tout va bien. Vous n'avez pas interdit l'UL91 dans le moteur? Ben non. Je rappelle mon collègue, je fais, bon alors, qu'est-ce qui se passe? Ah bah ouais, c'est un aéroclub, et l'histoire du forum est apparue aussi. C'est très compliqué d'essayer d'éduquer et de prévenir ou d'expliquer tout simplement quand on a tous ces forums où on a des gens qui malheureusement euh, savent, ont de la connaissance, et par derrière arrive trop de gens et on se perd dans le fil de tous ces forums. Je préfère dire, il y a plein de contacts, il y a plein de gens qui connaissent la chose, il vaut mieux les contacter directement. Euh, il y a des principes de base de succession d'actions qui sont dans la prévention de vol, ça on le sait, mais il faut s'adresser à des gens spécialistes. Donc Rotax, ils ont des gens hyper calés, pourquoi pas leur poser la question? Vous avez des sociétés comme UL Power, ce sont des gens aussi très très bien dans la certification des moteurs, ils savent ce qui se passe, ils font des tests, ils mesurent. L'Alcoming, c'est pareil. L'Alcoming, quand un nouveau carburant arrive, c'est testé. Les gens que chez nous, quand on envoie de l'essence en Australie qui a presque 5 grammes de plomb par litre, c'est pareil, ils vont quand même la tester. Mais ils ne vont pas aller sur un forum pour dire qu'est-ce qui va se passer si j'ai 5 grammes de plomb par litre. Donc c'est très compliqué quand on est dans la sécurité de vol, parler d'essence. Mais je ne parle pas que des essences, c'est pareil pour d'autres sujets qu'il y a dans les forums, que ce soit de l'entoilage. J'ai vu un crépage de chimio sur l'entoilage. Arrêtez. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui a une entreprise d'entoilage dans le forum? Ah non? Ah bah alors. Ça, c'est pas énervant, malheureusement, il faut faire avec. Mais la discussion que je pense qui ressort le plus aujourd'hui, c'est utiliser le carburant disponible. Comme tout à l'heure, je discutais avec les ingénieurs de Unicorn qui font ces kits d'injection, kits pour injecteurs pour gérer l'éthanol l'ouverture des injecteurs en fonction du pourcentage d'éthanol qui est dans les essences. C'était vachement intéressant. Moi, j'ai appris encore de nouvelles choses. On est arrivé à la discussion des essences, évidemment, et de la qualité des essences en fonction de la saison, parce que l'impact de la saison, elle a un énorme, comment dire, l'impact des saisons est énorme dans les essences auto. Les gens qui ont l'occasion de voyager un petit peu à travers l'Europe en saison automnale essentiellement, ils vont se rendre compte que quand on va dans le sud de la France et qu'on a de l'essence automobile, ce sera absolument pas la même que celle qui sera 500 km plus haut. Que quand ça se met à se mélanger, c'est pas du tout la même chose. Que quand on travaille avec la saisonnalité, les points de vapeur sont pas du tout les mêmes. Et les index d'octane non plus. Et ces gens de chez Unicorn disent, voilà, on est capable de mixer un petit peu tout, mais on n'est pas capable de savoir exactement ce qui va dans l'avion à chaque fois. Donc on arrive toujours à la même chose. L'origine et la source des carburants, comment est-ce qu'on est capable de trouver l'information qui va dire, voilà, je vais rester dans les clous du motoriste ou dans l'énergie que j'ai besoin pour le moment où je me trouve où je vais aller voler. Ouais, l'exemple de la tondeuse, ouais, bon, voilà. Ça, c'est clair que pour moi, c'est un exemple très, très simple. Le Vaporlock sur la 100 LL, ça existe aussi. Ça a toujours existé, ça existera encore. Sur l'UL 91, ça existe aussi. Les risques ne sont pas à zéro, sont moindres, mais les risques ne sont pas à zéro. Mais la fourniture de carburant, le stockage, les chaînes de logistique, les compositions, les composants qui sont utilisés, la qualité des composants. Quand on prend des composants automobiles qui ne sont pas utilisés, travaillés de la même manière que dans l'aviation. Quand l'aviation reçoit certains composants, qu'on doit les retravailler pour en tirer les meilleures fractions, pour pouvoir garantir un niveau d'octane nécessaire avec les composants nécessaires pour la stabilité du carburant. Tous ces facteurs font que dans l'objectif de la sécurité des vols,
puisse être serein et dire aux gens qu'est-ce que vous allez avoir dans votre réservoir. Ça reste, pour la sécurité des vols des essences, ça reste la seule invitation que je puisse faire, essayer d'obtenir à chaque fois un certificat de qualité de ce que vous allez recevoir. Pas un certificat de qualité qui va dire j'ai des impuretés dedans, l'essence elle est bien effectivement transparente, aujourd'hui il faisait 17 degrés, tu as 17 degrés, la densité était de autant, et c'est bien, vous recevez tel volume. Ce n'est pas un certificat de qualité. Le point d'orgue, c'est vraiment sécurité des vols avec les essences, c'est d'aller chercher et d'exiger ces certificats de qualité pour savoir ce que vous allez recevoir. Et au plus on va avancer dans le temps, au plus ça va devenir important. Parce qu'on va savoir vraiment de moins en moins combien il y a d'éthanol dedans, combien il y a de taux d'additifs, qu'est-ce qui a été mis, en quelle saison on est, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, toujours être vigilant. Comment est-ce que vous pouvez trouver l'information là où vous allez? Ça demande du temps, mais basez-vous là-dessus. Ça va vous sauver beaucoup de petites sueurs froides. Quand on est producteur de carburant, il y a des choses qui se passent qui sont liées aux besoins du marché. Donc, je parlais tout à l'heure qu'on brûle 130 millions de litres par jour d'essence automobile en France, comparé à 20 millions de litres, 20 ou 22 millions de litres d'essence aviation, gaz en France par an. Le ratio n'est pas du tout le même. Les composants qui sont dedans sont tous très différents. Donc, dans tous ces respects des normes et l'approvisionnement de composants, quand on prend des composants d'aviation, il faut que ce soit des composants qui sont spécifiquement produits pour ces essences d'aviation. Pas comme pour les composants automobiles, où là, on peut en trouver pas tous les coins de rue, mais quasiment tous les coins de rue. Les producteurs d'avions ont ce dilemme entre la compatibilité de leur avion et le carburant, et de mixer et trouver la bonne balance avec la performance de l'avion et la performance du moteur. Combien de sociétés sont passées un petit peu au travers en ne testant pas les essences non plus pour trouver la meilleure performance. Ça aussi, c'est des exigences quand on va faire un investissement, quand on travaille on a l'habitude de voler avec un avion précis, d'aller chercher la performance de l'avion. Et c'est vraiment connaître ce qu'on en est capable. J'ai eu, comme j'avais quand même la chance d'avoir une clientèle assez large, beaucoup de retours d'expérience de tout ce qui aurait pu être testé, inventé, créé par des gens qui pensaient avoir quelque chose de mieux. Et pour finir, certains d'entre eux sont finis très très mal. L'indice d'octane, pareil, c'est un des derniers indices qui va vous donner l'information. Est-ce que je vais avoir le petit recours d'énergie nécessaire? Quand on parle de l'avgas sans LL, on a dit que ça doit être un indice d'octane MON 200, mais il ne sera jamais à 100. Il sera toujours un petit peu plus parce que les Américains, au début, quand ils l'ont créé, on s'est dit, tiens, s'il se passe quelque chose avec la qualité du carburant, on va y avoir un petit peu plus. Il ne sera toujours pas à 100, mais l'indice d'octane de la semaine sera toujours 101 ou 102, mais pas avec les essences automobiles. Donc la vigilance, la qualité des essences, elle vient de là. À votre pompiste, quand est-ce qu'a été fait la dernière livraison, les certificats de qualité, et regardez, essayez de lire. Quand on est très bon pompiste, et il y en a beaucoup, la 100.98, effectivement, elle a un maximum, normalement 1% d'éthanol. Maximum. C'est déjà mieux. Et après arriveront d'autres carburants. La vigilance sur les informations que vous recevez, c'est une deuxième étape parce que ça crée beaucoup de doutes dans beaucoup d'endroits. Des salons comme aujourd'hui, c'est très sympa parce qu'on reçoit des gens qui ont des expériences diverses, des stockages divers, des origines diverses de la France, et chacun a un petit peu sa vision des choses. Mais ça permet de revenir toujours à la source qui est le stockage, l'approvisionnement, le stockage et la qualité. On ne peut rien y faire. Les certificats de qualité. Je vous souhaite beaucoup de courage pour en trouver.